Toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. En France, le défilé du 14 juillet réunit les forces françaises et des troupes de 35 nations sur les Champs-Élysées. On en parle dans cette édition. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall rencontre son successeur Diomaye Faye dans le cadre de sa campagne diplomatique pour l'ONU. Et puis en Libye, les chefs d'état-major des forces de l'Est et de l'Ouest se rencontrent à Sirte pour des discussions sécuritaires. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, 44 personnes dont 39 écoliers et 5 membres du personnel enlevés il y a près de 2 mois ont été libérés ce mardi. Cette libération met fin à plusieurs semaines d'angoisse pour les familles et les autorités dans un pays où les enlèvements contre rançon demeurent une menace persistante, notamment dans le nord du territoire. Le reportage. C'est dans cet hôpital militaire d'Ibadan qu'ont été accueillis les rescapés, 46 élèves et membres du personnel enlevés le 15 mai dans 3 écoles, certains âgés d'à peine 2 ans. Sur place, forces de sécurité et représentants du gouvernement supervisent la prise en charge des enfants. Une opération de sauvetage qualifiée de soigneusement planifiée par l'armée, qui reconnaît toutefois avoir subi des pertes dans ses rangs, sans donner de détails. Les survivants sont heureux d'avoir échappé à la captivité. Certains d'entre eux sont encore très fragiles. Ils ont besoin de nombreux soins médicaux pour faire face aux séquelles post-traumatiques. Les ravisseurs, présentés par l'armée comme liés au groupe djihadiste Boko Haram, avaient enlevé les élèves dans les localités d'Essiélé et Yawota, en lisière du parc national d'Oldoyo, dans le sud-ouest du pays. Selon le ministre de la Défense, ils espéraient utiliser leurs otages comme monnaie d'échange pour faire libérer certains de leurs chefs. L'attaque avait déclenché des manifestations et une grève des enseignants. À Yawota, d'où viennent la plupart des enfants, c'est l'heure des embrassades. Une mère célèbre le retour de son fils. Nous sommes très heureux et profondément reconnaissants. Nous faisons la fête avec joie. Nous remercions Dieu pour tout, car nos enfants ont été libérés des ravisseurs et secourus par le gouvernement. Ailleurs dans le pays, l'inquiétude persiste. Dans l'état de Borno, une quarantaine d'écoliers capturés le même jour que ceux d'Oyo n'ont, eux, toujours pas été libérés. À Bamako, le général Assimi Goïta a reçu en audience ce mardi une délégation spéciale de l'Union africaine. Cette rencontre diplomatique a porté sur les relations entre le Mali et l'organisation panafricaine ainsi que sur les enjeux politiques et sécuritaires dans la région. Suivons ensemble. L'Union africaine et le Mali sur fond de recomposition géopolitique régionale, c'est un nouveau paradigme diplomatique qui repense les approches en matière de coopération bilatérale. Et cela s'appelle en diplomatie renouer le dialogue avec une reconsidération des bases sensibles aux réalités locales. L'Union africaine au Mali, c'est d'abord un message de solidarité. En tant que président de la Commission, je suis venu d'abord exprimer notre solidarité avec la République du Mali. Je ne vous apprends rien que ces attaques terroristes qui ont tué beaucoup de Maliens, qui ont coûté la vie au général Sadio Camara, ont été un choc pour le continent. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce terrorisme qui est multiforme. Le message de notre part est très clair. Nous voulons une nouvelle dynamique de coopération, de collaboration avec le Mali. La nouvelle commission voudrait donc continuer à œuvrer à ce consolidation des relations entre le Mali et l'Union africaine. Et le diplomate africain de poursuivre que pour des questions d'intérêt commun, la lutte contre le terrorisme nécessite une coordination des actions. Cela va de la sécurité régionale. Le terrorisme est comme un feu de paille. Si on ne le contient pas, on ne le circonscrit pas très vite, il peut passer très vite aux pays voisins et nous le voyons maintenant. Le Ghana est menacé, le Togo est menacé, le Bénin est menacé. Je crois que ce phénomène doit être combattu à l'échelle continentale. Et je peux dire aujourd'hui que le Mali n'est pas seul dans cette entreprise. Nous sommes là tous, la Commission, les États membres, pour aider le Mali
à surmonter ces difficultés, surtout dans cette période extrêmement difficile. Quant à l'épineuse question de reconnaissance de la Confédération des États du Sahel par l'Union africaine, elle est une évidence selon le président de la commission de l'institution. Le dialogue se concentre sur l'adaptation des mécanismes régionaux existants. L'AES est une entité maintenant qui existe. Qui peut le contester? Ça, c'est un élément central et je crois que les pays de la CEDEAO eux-mêmes commencent à avoir des relations plus cohérentes et pragmatiques avec l'AES. Maintenant, il est très important de signaler que le bon voisinage et le partenariat régional est important d'abord pour les pays de l'AES. Nous aussi, en tant qu'Union africaine, nous voulons continuer ce partenariat tout en rappelant, bien entendu, et c'est notre rôle, que nous avons également des règles, des procédures, une charte qu'on doit faire respecter. Et on le dit, puisque jusqu'à preuve du contraire, le Mali, le Burkina, le Niger sont des États membres de l'Union africaine et ils le resteront. Sécurisation du Sahel et de l'Afrique tout entière avec des enjeux de souveraineté politique, l'Union africaine rassure quant à la poursuite des programmes spécifiques à travers la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Mi-Sahel, et des projets dans le domaine du développement économique. Les agences, les mécanismes spécialisés de l'Union africaine sont au service du Mali et des pays de l'AES. Ce sont des instructions que j'ai données en tant que président de la Commission, que ce soit l'Africa CDC, l'ODA-NEPAD et toutes les agences de l'AFSA, l'AMA que nous sommes en train de lancer, qui est l'agence des médicaments de l'Afrique, l'agence humanitaire africaine. Les orientations et les instructions que je donnais à ces chefs d'agence, c'est de leur dire, ce n'est pas parce que le Mali, le Niger ou le Burkina sont suspendus, n'est-ce pas, sur le plan de leur participation à des réunions politiques, etc., que des sanctions économiques, sociales et autres doivent également leur être imposées. Je suis contre cela. En somme, c'est une entrevue d'expression de relance en matière de diplomatie et d'activité économique avec le Mali et les États du Sahel. Autre information à présent, l'ancien président Macky Sall rencontre vendredi son successeur Diomaye Faye dans le cadre de sa campagne diplomatique entamée auprès de plusieurs capitales et membres influents du Conseil de sécurité en vue de l'élection prochaine du secrétaire général des Nations Unies. Macky Sall pourrait-il retrouver une influence politique nationale grâce à cette candidature internationale? Élément de réponse au micro de Francis Farami. Quentin Amoussou avec l'analyste et consultant géopolitique Agapit Maforikan. Faudrait-il déjà qu'il soit élu? C'est d'abord ça dépend de l'issue de la candidature. Mais pourquoi il faut lier les deux? Une fois s'il était élu par exemple président des Nations Unies, il aura naturellement une influence africaine. Il aura une influence diplomatique certaine. Donc, du coup, se pose pas un problème en ce qui concerne la politique intérieure du Sénégal. Macky Sall a dirigé le Sénégal. Il n'est plus président. Il y a de nouvelles logiques politiques au Sénégal dans lesquelles, sans doute, il peut agir en amont et pas réellement en aval. Peut-être il est en candidature pour un poste international qui puisse gérer le gouvernement mondial. Donc, je pense clairement que il ne faut pas lier les deux actuellement. Lui, il a d'autres choses qui lui tracassent, qui le préoccupent. Il a d'autres choses qui le préoccupent. Tandis que le Sénégal aussi, les nouvelles autorités politiques sénégalaises ont d'autres choses qui les poursuivent, qui les tracassent. Donc, c'est deux champs différents. Au Soudan, la justice a condamné à mort par contumace le chef des forces de soutien rapide FSR, le général Ahmeti, ce mardi. La Cour le reconnaît coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, notamment dans la région de Darfour occidental, où les violences se poursuivent depuis le début du conflit. Suivant à présent.
Général Hemeti, ses deux frères et 13 co-accusés ont donc été jugés par ce tribunal antiterroriste situé à Port-Soudan, une zone qui est donc contrôlée par l'armée soudanaise. Il leur a été reproché les atrocités commises dans la région du Darfour occidental en 2023, quand la ville d'El Djenina, la capitale de l'État, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Ils ont donc été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il leur a été notamment reproché l'assassinat du gouverneur de cet État, Rami Sabakar, qui avait été tué par des membres des forces de soutien rapide et son corps ensuite avait été mutilé. Puis également la mort de très nombreux civils dans cette ville, plus de 10 000 selon de nombreuses sources indépendantes. Concrètement, est-ce que cette condamnation va avoir un impact, sachant que le général Hemeti et ses frères ne se trouvent pas dans une zone contrôlée par le gouvernement ? Pas directement. En revanche, cela permet à la justice de demander à l'État soudanais d'émettre une notice rouge destinée à Interpol qui vise à faire en sorte que ces hommes soient arrêtés lors de séjours à l'étranger dans des pays qui collaborent avec Interpol. Mais concrètement, eh bien, est-ce que cela aura un impact ? C'est difficile à dire à l'heure actuelle puisque le général Hemeti et ses frères voyagent régulièrement, notamment ici au Kenya ou encore aux Émirats arabes unis, des pays dont ils sont proches et qui semblent à l'heure actuelle peu enclins à les arrêter. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé dimanche l'expulsion et le rapatriement de 53 000 personnes au cours des 5 dernières semaines. L'annonce a été faite par le Comité international chargé des migrations dans un contexte de vive tension autour de la politique migratoire du pays et de la lutte contre l'immigration régulière. Suivons ensemble. Plus de 53 000 immigrés expulsés ou rapatriés en un mois. Le gouvernement montre qu'il répond aux revendications des groupes anti-migrants. La majorité des personnes poussées à quitter l'Afrique du Sud, 80%, sont des Malawites, suivis par les Zimbabwéens et Mozambicains, et des ressortissants de pays plus lointains comme le Kenya, le Nigeria ou le Congo-Brazzaville. Un grand camp de transit a été mis en place pour accélérer le processus et plus de 20 000 personnes y sont passées ces 10 derniers jours. De nombreux pays du continent poursuivent de leur côté leurs opérations de rapatriement. Les groupes anti-migrants ont promis de poursuivre leurs actions avec des manifestations chaque jeudi. Depuis le 30 juin, on constate notamment des opérations de harcèlement dans les townships. Il s'agit de militants qui arpentent les rues de leur quartier et s'en prennent aux commerces et habitations qu'ils présument appartenir à des étrangers en situation irrégulière. Des actions elles-mêmes illégales, a rappelé le gouvernement, puisque les citoyens lambda ne sont pas habilités à effectuer des contrôles. Pour autant, la police jusqu'à maintenant n'a pas vraiment empêché ces actions de se dérouler. Cela fait au moins une quinzaine d'années que la xénophobie s'exprime ouvertement et régulièrement en Afrique du Sud, mais c'est la première fois que le gouvernement ne la condamne pas fermement et au contraire met en place à ses frais une si grande opération d'expulsion. En Libye, les chefs d'état-major des forces de l'Est et de l'Ouest se sont rencontrés à Sirte, ville stratégique du pays, ce mardi pour des pourparlers. Le général Salah Eddine Al-Marouch, représentant les forces reconnues par l'ONU, et le général Khaled Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar, ont échangé sur les questions sécuritaires et les efforts visant à favoriser une désescalade des tensions entre les deux camps. Suivons à présent. En Libye, les camps rivaux poursuivent leurs efforts pour l'unification du pays. À Sirte, ville stratégique et ville natale de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, le général de l'armée libyenne, reconnu par l'ONU, Salah Eddine Al-Namrouch, ainsi que le général Khaled Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés pour des pourparlers. La rencontre visait à renforcer la coordination en matière de sécurité et à accélérer la réunification des forces armées libyennes. Si aucun détail n'a filtré sur cette rencontre, le compte-rendu officiel évoque des discussions constructives. Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, la situation sécuritaire et politique en Libye reste fragile. Deux camps stratégiques s'opposent. En France, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est tenu ce mardi sur les Champs-Élysées à Paris. Les forces de sécurité françaises et des troupes venues de 35 pays invités ont participé à cette cérémonie marquée par une démonstration aérienne, le défilé des unités à pied et des véhicules militaires ainsi qu'un hommage à la Marine nationale qui célèbre ses années de 400 ans. Retour sur cette caravane dans cet élément.
Absolument, parce que vous l'avez dit, qui défilent à pied, mais pas seulement 6686 femmes et hommes qui défilent. Et là, actuellement, on vient juste de voir passer derrière nous. Ce sera en petit décalage de votre côté, parce que nous, on se situe juste à côté du Grand Palais. On a vu les Césars, hein, le fleuron de l'industrie française très très connu à l'international. Et il faut le dire hein, que les Ukrainiens aiment beaucoup et qui est développé sur le front est de l'Ukraine. Et puis, vous l'avez dit, un format XXL cette année, avec des formations un tout petit peu particulières, notamment le fait que des troupes au sol soient appuyées de manière aérienne avec des hélicoptères qui passent juste au-dessus de ces troupes au sol, dans une sorte de synchronicité, une sorte d'harmonie qui n'avait pas encore été vue jusqu'ici pour ce 10e et dernier défilé d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Et puis l'autre format XXL, c'est le volet évidemment géopolitique, diplomatique, le fait qu'il y ait une trentaine de chefs d'État et de gouvernement présents aux côtés d'Emmanuel Macron, et également une vingtaine de nations qui font partie de la coalition des volontaires, car il faut quand même bien le dire, ici le sujet sur toutes les lèvres, c'est notamment l'Ukraine qui a défilé avec 20 hommes un peu plus tôt dans la matinée et chaleureusement salués et applaudis. Autres hommes et femmes chaleureusement salués et applaudis, les pompiers, parce que vous l'avez dit, la France et l'Europe plus généralement fait face, est en proie à des feux de forêt qui s'intensifient avec la canicule et le changement climatique. Et puis je terminerai quand même par ce thème qui a été hautement salué ici par les personnes que nous avons pu rencontrer, c'est le réveil stratégique de l'Europe. Cette nécessité, alors que l'Ukraine fait face maintenant à plus de 4 ans d'invasion à grande échelle de son pays par la Russie, mais que également tous les conflits s'accentuent ces dernières années, et que les armées, et notamment l'armée française, se déploient également au Proche et au Moyen-Orient en soutien à ses alliés. Et bien ce réveil stratégique de l'Europe est salué, car il est nécessaire selon tous nos interlocuteurs. Dernière information pour clôturer cette édition, au Yémen, les combats ont repris ce mardi entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis après l'arrivée d'un avion aérien Sanaa. La capitale, le gouvernement accuse l'Iran de soutenir les insurgés, une accusation rejetée par Téhéran. Dans ce climat de forte tension, les Houthis ont mené une attaque contre un aéroport en Arabie Saoudite, marquant une nouvelle escalade au conflit. Suivant un extrait de vidéo. Détruire les pistes de l'aéroport de la capitale du Yémen. Il s'agit d'empêcher un avion iranien d'atterrir avec à bord une délégation de rebelles houthis soutenus par Téhéran en conflit avec le gouvernement du Yémen. Si l'aéroport est contrôlé par la rébellion, pour les autorités légitimes du pays, c'est la provocation iranienne de trop. Elles assument pleinement cette campagne de bombardement. Notre patience est à bout. Nous répondrons de manière appropriée à cet acte traître et brutal en affrontant et traitant les appareils hostiles qui violent l'espace aérien et la souveraineté du Yémen par tous les moyens disponibles. L'avion finira par atterrir, mais à Hodeidah, à plus de 200 km de la capitale. Dans la soirée, les appels à la vengeance envahissent les rues de Sanaa. Les partisans houthis s'en prennent directement à l'Arabie Saoudite, principal soutien du gouvernement yéménite dans cette guerre civile qui déchire le pays depuis plus de 10 ans. Les manifestants interpellent le responsable des Houthis pour lui demander d'agir sans détour. Frappe d'une main de fer, le peuple yéménite est derrière toi. Nous sommes ton soutien, nous sommes ta force, nous sommes ton arme. Frappe, nous n'avons rien à perdre tandis que l'ennemi saoudien, lui, a tout à perdre. La réplique des Houthis ne tarde pas. Ils affirment avoir mené une attaque de missiles et de drones contre un aéroport saoudien dans le sud du royaume. Et la menace des rebelles ne s'arrête pas là. Nous mettons en garde toutes les compagnies aériennes qui envisagent de survoler l'espace aérien du royaume d'Arabie Saoudite. Nous les exhortons à prendre cet avertissement au sérieux tant que le blocus de l'aéroport international de Sanaa n'aura pas été levé. C'est une guerre oubliée qui refait surface, celle qui oppose un gouvernement légitime à un mouvement rebelle et par extension, mais face à face, l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec tous les risques de voir le Yémen sombrer à son tour dans le conflit régional. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.